Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat qui vous souhaite la bienvenue en compagnie de Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on va être dans les sujets technologiques. Toi, tu vas nous parler du Demon Core. Est-ce un cœur diabolique? Oh. Ça nous ramène, en tout cas, à Los Alamos, au début de l'ère nucléaire, 1945-1949. Et il va y avoir un Canadien impliqué là-dedans aussi. Alors, on va y revenir. Moi, je vais vous parler du sauvetage de la station spatiale Salyut 7. Alors, ce qui m'a donné l'idée de parler de ce sauvetage, c'est un film que j'ai vu à l'hiver 2020 sur YouTube, un film russe qui nous raconte cette aventure-là. Je n'hésite pas à le recommander. On peut le trouver en français sur YouTube. C'est un excellent film. C'est aussi bon au moins que Apollo 13. Mais donc, ça m'a donné l'idée de faire quelques recherches sur ces événements-là. Salyut 7 était donc une station spatiale soviétique, dernier exemplaire de la famille du programme Salyut, alors qui a été remplacé par la suite par la station Mir, et aujourd'hui, la station spatiale internationale. Alors, elle a été placée sur une orbite terrestre basse. Elle a été lancée le 19 avril 1982 par la fusée Proton, une fusée Proton, et occupée de manière semi-permanente par 6 équipages. Alors, 4 à 2 cosmonautes, 2 à 3 selon les équipages, et on y demeurait entre 2 à 8 mois. Alors, il y en a 10 autres qui leur ont rendu visite, 7 à 11 jours aussi. Alors, ça a été en fonction, 4 ans et demi, mais restait en orbite pendant 9 ans. Jusqu'à sa rentrée atmosphérique, le 7 février 1991. Le dernier cosmonaute qu'il y avait eu à bord, d'ailleurs, a eu la surprise de partir en tant que cosmonaute soviétique et de revenir en tant que cosmonaute russe, parce que l'Union soviétique n'existait plus pendant le temps qu'il était là. C'est arrivé pendant qu'il était là. Alors, ils ont réalisé de ces équipages-là de nombreuses expériences scientifiques, ont testé l'assemblage de modules de grande taille en prévision de la station Mir, justement. Et il y a 21 personnes en tout qui sont allées dans la station, dont 2 étrangers lors de missions en visite de 8 jours, un Français, Jean-Loup Chrétien, et l'Indien Rakesh Sharma en avril 84. L'origine du programme des stations Salyut, c'est que lorsque le programme habité soviétique a échoué à envoyer un homme sur la Lune avant les Américains, lors du programme Apollo, les dirigeants du programme spatial soviétique ont choisi de se diriger vers la station spatiale, une station spatiale civile, avant que les Américains envoient la leur, qui a été le Skylab. Et c'est la naissance du programme Salyut. Il va y avoir 8 stations qui vont être lancées. 3 vont être à vocation strictement militaire, les autres surtout civiles et un peu militaires. Il va y avoir Salyut 3, 4 et 5 qui vont être les premières à être habitées, lancées en 74 et 75, mais ça va devenir vraiment un programme permanent avec Salyut 6, qui va être exploitée, elle, de 1977 à 1981, et Salyut 7, finalement, 1982 à 1986. C'est là qu'ils vont devenir les champions du séjour prolongé dans l'espace. On va battre des records de gens qui vont être dans l'espace 6 mois, 1 an, même des fois, en prévision de vols de longue durée éventuels. Et là-dessus, ils vont acquérir une expertise très supérieure à celle des Américains. Par contre, elles sont relativement petites, ces stations-là, donc éventuellement, on va les remplacer par la station Mir, qui est plus grande. Et qui, elle, va recevoir des astronautes américains, parce que les Américains avaient une station spatiale, le Skylab, mais ils avaient besoin pour vraiment s'en servir de la navette spatiale qui n'a pas été prête à temps, puis le Skylab s'est écrasé. Donc, quand les relations se sont améliorées entre la Russie et les États-Unis après la chute de l'Union soviétique, les Américains se sont dépêchés à utiliser la station soviétique Mir. Pour revenir à Salyut, alors elle a une longueur de 16 mètres, diamètre maximal 4,15 mètres, donc un volume habitable de 90 mètres cubes. Elle pèse au lancement 19 824 kg, lancée avec une fusée Proton, fusée à 3 étages. Et il y a des panneaux solaires, 3 panneaux solaires qui fournissent l'énergie.
Et elle est ravitaillée par des vaisseaux Soyouz-T et des vaisseaux Progress, qui sont des vaisseaux non habités, qui font office de camion, qui amènent le ravitaillement. Il y a 2 endroits où on peut s'amarrer après la station, donc 2 vaisseaux peuvent s'amarrer après. Et elle va faire au total 12 missions habitées, 15 missions non habitées, puis 6 missions de longue durée. 2 moteurs principaux et alors, c'est un peu les caractéristiques de la station. Elle est elle a été construite en même temps que la station Salyut 6 et repose sur une structure identique. Alors, elle dispose de 3 panneaux solaires, etc. Alors, c'est une copie de la station Salyut 6, finalement. Or, il se passe que le 11 février 1985, alors que la station est inoccupée, les contrôleurs au sol surveillent la station puis observent à un moment donné une grande variété d'intensité électrique. Il y a eu des pannes électriques à bord. On essaye de manipuler pour voir qu'est-ce qui se passe, pour essayer de remédier à ça à distance. Série de court-circuit, la station est morte, elle ne fonctionne plus, il n'y a plus rien qui marche à bord. Alors là, il faut prendre une décision. Ou on abandonne la station et on attend l'envoi de la station Mir, prévu 1 an plus tard, ou envoyer une équipe de réparation. On n'a pas envie d'abandonner la station, d'abord parce que c'est un gros investissement, ensuite parce qu'on sait qu'on va avoir l'air fou, si je peux le dire comme ça. C'est l'honneur soviétique. Et là, les Américains, qui sont beaucoup plus présents dans les médias, rigolent parce que les Soviétiques ont une station qui ne fonctionne pas. Alors, on décide finalement qu'on va envoyer une équipe. On prévoyait déjà un vol de 9 à 10 mois avec 2 visites d'équipage exclusivement soviétiques. Alors, les 2 cosmonautes, Vasyutin et Savinsky. Et ensuite, ça devait être le premier équipage entièrement féminin. Et on prévoyait des sorties extérieures, etc. Le mois de février se passe, il n'y a rien qui vient. Le contact avec la station a été perdu. Le 1er mars, on annonce que Salyut a été mise en sommeil. C'est l'agence TASS qui nous annonce ça. Mais en fait, on forme des équipages. Les cosmonautes Savinsky et Alexandrov, qui sont des gens expérimentés. Il va y avoir aussi un autre vol prévu avec les cosmonautes Vasyutin et Volkov, et un certain commandant Janibekov, qui est supposé... Janibekov, excusez. Alors là, on prévoit un amarrage en manuel, parce qu'on soupçonne que la station tourne sur elle-même en plus. Alors, on va devoir... ça va être un peu acrobatique de s'amarrer pour aller réparer. Alors, finalement, la mission de secours Soyouz T-13 est lancée le 6 juin 1985, et avec Viktor Savinik et Vladimir Janibekov, et on a mis au point une nouvelle méthode pour s'amarrer, parce qu'il n'y a pas de signal qui vient de la station, il faut faire ça entièrement à vue et manuellement. Alors, on a embarqué un radar et un télémètre laser pour essayer de mesurer le plus précis. Alors, on fait une orbite. Normalement, on faisait 18 orbites pour faire l'approche à la station, mais là, on le fait sur 33. Parce qu'on prend notre temps, on ne veut pas manquer notre coup. Alors, à 10 km de la station, les coordonnées sont rentrées dans le système. À 2500 mètres, les commandes manuelles sont enclenchées. À 200 mètres, Soyouz fait une pause, attend que la station soit dans la bonne position et on s'amarre. À 12h50. Le premier travail, donc, c'est de remettre la station qui est inoccupée depuis le mois d'octobre. Excuse de t'interrompre, ça aurait pu être catastrophique, cet arrimage-là. C'est vraiment des Ils auraient cow-boys. pu se tuer à ce moment-là. Des cow-boys soviétiques. C'est ça, tout à fait, des Cosaques. Des Cosaques. Alors, à 10 km, donc, on commence à remettre la station. Et là, il n'y a plus d'électricité. Alors, une station spatiale, pas d'électricité, il n'y a donc pas de chauffage. On est au zéro absolu ou presque à l'intérieur. Tout est couvert de givre parce qu'il y avait encore de l'oxygène. Le système de gestion environnementale est tombé en panne, donc l'air n'est plus renouvelé. Il faut rentrer avec des masques à gaz. La température, comme je l'ai dit, est voisine de 0 degré. Il y a 2 batteries défectueuses qu'il faut enlever. Le reste est chargé directement branché sur les panneaux solaires de la station. Et là, il faut réorienter la station pour remettre les panneaux solaires en bonne position.
La chaleur revient, les batteries sont rechargées, le système de support vie est réactivé, les cosmonautes arrêtent de travailler pendant de courtes périodes, travaillent par petites périodes, on remet en valeur le système de communication, il va même avoir un début d'incendie qui va se déclencher à un moment donné dans la station, pendant que les cosmonautes sont à l'extérieur. Et finalement, ça va prendre une semaine avant de remettre tout opérationnel. Pendant ce temps-là, les médias, les Soviétiques n'étaient pas des champions de la communication. Alors, ils en disaient le moins possible, ce qui permettait aux médias occidentaux de spéculer. Alors, évidemment, tout le monde se disait, ça ne marchera pas, et la station est perdue, etc. Puis on riait des Soviétiques, incompétents, etc., etc. Et finalement, aux surprises, la station fonctionne et on peut continuer à s'en servir. Et là, c'est au tour des Soviétiques, comme on dirait au Québec, de se péter bretelles. Et finalement, la station va faire sa dernière mission. Ça va être avec ces gens-là. Et le 7 février 1991, elle retombe dans l'atmosphère, devenant le plus gros engin à retomber sur Terre de façon non contrôlée. La station se désintègre au-dessus des Andes et certaines parties, pas complètement détruites, vont retomber en Argentine, non loin de la frontière chilienne, en plein désert. Il n'y aura pas de dégâts ni de victimes. Et donc, c'est en 2017 que le réalisateur Klim Shipenko va sortir le film Salyut 7, qui s'inspire largement de l'accident de la station spatiale, et ça va obtenir le Grand Prix du jury du Festival des Utopiales en 1917 et l'Aigle d'or du cinéma russe en 2018. C'est un excellent film, je l'ai vu, je n'hésite pas à le recommander. Alors, c'est ça l'histoire de Salyut 7, beaucoup moins connue que celle des aventures des astronautes américains d'Apollo 13, mais c'est ça d'avoir le contrôle du cinéma mondial. Mais par contre aussi, quand on parle de l'aventure spatiale, le risque étant énorme. On en sait quelque chose avec toutes les catastrophes et les pertes de vie. Même il y a un certain mystère qui demeure quant à l'origine et au début du programme spatial soviétique. On n'est pas certain, peut-être qu'il a fait plus de victimes que ce qui a été dit, mais évidemment, le blackout médiatique qui était pratiqué à l'époque par l'URSS. Mais la chose importante, je crois, c'est que le moindre détail qui ne fonctionne pas peut être mortel immédiatement. L'espace, ça ne pardonne pas. On commence d'ailleurs à vouloir à faire des plans pour y retourner. On peut rêver de la Lune et de Mars aujourd'hui. Mais pour se rendre là, il a fallu passer par différentes étapes scientifiques. Et puis, il y a eu une impulsion suite à la Deuxième Guerre mondiale en 1945 avec l'implication du Canada au niveau de la recherche nucléaire. Un autre domaine qui découle, effectivement, les fusées, ça a commencé vraiment durant la Deuxième Guerre mondiale, et ça aussi, le nucléaire, évidemment. Oui, puis l'application du nucléaire, c'est pas uniquement dans la production d'énergie, on la trouve à tous les niveaux, y compris l'exploration spatiale. Les générateurs thermoélectriques fonctionnent justement avec des isotopes radioactifs. Les groupes écologistes sont opposés complètement à ce type de production d'énergie. Là, je vais vous parler du Demon Core, le terme anglais. Au début, je croyais que c'était comme un jeu informatique. Je voyais apparaître ça, probablement un film d'horreur. Non, le nom a été donné à Demon Core à un noyau, mais en fait, ce n'est pas un noyau, c'est un cœur nucléaire, le cœur démoniaque. Il va porter son nom pour plusieurs raisons. C'était en fait la troisième masse de plutonium qui a été produite en 1945 à Los Alamos pour le bombardement du Japon. On a eu Hiroshima, Nagasaki et une troisième explosion, une troisième bombe était prévue. C'est étrange parce que je trouve rien sur la cible au Japon.
Quelque chose me dit que ça pouvait être Tokyo. En fait, on voulait définitivement mettre fin au conflit à quelque prix que ce soit. Ce Demon Core-là, suite à la reddition du Japon, va être utilisé pour la recherche nucléaire parce que une bombe atomique, c'est ni plus ni moins qu'un noyau de plutonium dans un alliage. Le plutonium lui-même, c'est un genre de poudre, ça s'oxyde très rapidement. Fait qu'on va le combiner avec d'autres matériaux comme le gallium pour certaines raisons scientifiques, puis on va fabriquer une sphère de 8,5 cm, c'est pas énorme, c'est un peu comme un gros pamplemousse, qui va peser un poids de 6,2 kg. Cette chose anodine et minuscule, c'est à peu près l'objet le plus dangereux qui existe sur Terre à l'époque. D'ailleurs, il portait le nom de code de Rufus au point de départ. La sphère est tranchée en deux moitiés, deux hémisphères, sont séparés par un anneau de matériau qui absorbe les neutrons. Je ne veux pas rien sur ce matériau-là, probablement du tungstène ou quelque chose dans le genre. Donc, l'idée, c'est que lorsqu'on met les deux sphères en contact, on atteint ce qu'on appelle la masse critique. C'est l'explosion. Le début de la réaction en chaîne. Plus cette action-là est violente, plus la réaction en chaîne se fait rapidement. Donc, on va avoir une espèce de boule avec de l'explosif, on va projeter les cœurs. Mais il faut savoir exactement des paramètres de ça. On ne bourre pas de plutonium une bombe, on la fait exploser. Elle va-tu exploser énormément? Ça va-tu être une explosion incontrôlable? Comment on fait? Donc, on va étudier le rythme avec lequel il va émettre ses particules. Et pour ce faire, on va utiliser le fameux Demon Core. Il a été fabriqué au complexe nucléaire de Hanford, dans l'État de Washington, puis a été expédié au laboratoire de recherche de Los Alamos, où un personnel qui vient de tous les coins de la planète, dont des Canadiens aussi, parce que l'histoire du Canada est intimement liée au développement du nucléaire. Ce noyau-là va être utilisé pour calculer et quantifier la puissance des explosions futures. Il va cependant, durant les recherches, pour différentes raisons, causer des morts. Sur une période qui va s'échelonner sur des dizaines et des dizaines d'années. Mais, par contre, les deux premiers à mourir, eux autres, ont découvert les effets instantanés d'une exposition mortelle. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on manipulait ça pratiquement à main nue. C'est justement, en fait, on est des apprentis sorciers. Le nucléaire, on connaissait les principes depuis les années 1930, la mécanique quantique. On avait développé des théories et les mathématiciens avaient conclu que si on prend ces éléments qui sont extrêmement radioactifs et qu'on fait une masse de ça, on va atteindre cette masse critique et puis là, il va y avoir détonation. D'ailleurs, la première pile, c'était vraiment le nom qu'on donnait, parce que c'était une pile, c'est des blocs Lego de matériaux radioactifs qui étaient empilés en dessous des estrades à Berkeley, qui est un laboratoire de recherche américain, et puis qui, venant à un certain moment, commençait à émettre de très fortes radiations qui sont la genèse, ni plus ni moins, des réacteurs nucléaires producteurs d'énergie. Et puis, comment on va procéder, comme tu mentionnais, c'est qu'on va construire un réflecteur. On ne peut pas mettre les deux noyaux en contact. On le sait déjà que ça va être catastrophique. Donc, l'idée, c'est qu'on construit un genre de réflecteur en utilisant des briques de matériaux, comme entre autres du tungstène, du carbure de tungstène, et puis on va les empiler pour faire un réflecteur qui va retourner les neutrons, puis qui va augmenter la criticalité, c'est le terme qui est employé pour la teneur en radiation, en émission radioactive. Alors, la première victime, c'est Harry Daghlian. Il va fabriquer un dôme en briquettes, un peu comme si on pilait des Legos. Il est tout seul dans le laboratoire. Déjà, ça contrevient aux mesures. Tu ne travailles pas sur des choses comme ça, mais on l'ignore à l'époque. Là, il faut, avec le recul, être conscient que ces gens-là sont nécessairement des martyrs. Ils ne sont pas des imprudents, mais en tout cas, on ne sait pas. Il y en a un autre là, qu'on va mentionner, là, que je vais parler. Alors, pour passer à travers le sort de M. Daghlian, il avait décidé de travailler seul, puis il y avait un garde de sécurité, par exemple, avec lui, qui était à l'autre bout de la pièce en train
de surveiller, parce que là, on est à Los Alamos, puis on travaille avec des choses qui sont top secrets. C'est le plus grand secret militaire de l'époque. Hein. D'ailleurs, c'est le début de la guerre froide. On est déjà en guerre pratiquement avec les pays de l'Est. Donc, M. Deglian va, par un geste maladroit, échapper une brique qui va tomber sur le fameux corps, puis qui va provoquer le choc des deux hémisphères, et là, il va y avoir un dégagement d'énergie. Ça, là, c'est quelque chose qui est très difficile à concevoir. On est dans une pièce et puis on va ressentir un impact physique des radiations, une vague de chaleur énorme, ce que les médecins qui ont examiné les victimes après ont décrit comme étant un coup de soleil à 3 dimensions. C'est vraiment pour le dire. D'ailleurs, il y a aussi un mouvement d'air et puis un impact physique qui a été ressenti par M. Deglian, Harry Deglian, et le soldat Robert G. Hemerday, qui était assis à un bureau à 4 mètres de distance de là. Deglian va décéder 25 jours après l'accident, mais il l'a su immédiatement lorsqu'il y a eu contact et la lueur bleue, qui porte le nom de radiation de Cherenkov, un petit écho avec nos Russes de tout à l'heure, et il va savoir immédiatement que la dose qu'il vient de remporter, de recevoir, elle est mortelle. Mais il va subir le processus de transformation lié à ça, qui est vraiment une horreur. On ne rentrera pas dans les détails ici, mais disons que c'est un peu comparable à un poisson qui pourrit sur place. La chair se décompose. On est brûlé, ni plus ni moins, de l'intérieur. Hemerday, le soldat, lui, va décéder de leucémie en 1978, c'est-à-dire 33 ans après l'accident. Mais il va avoir connu des problèmes de santé, ce qui est récurrent dans ce type de recherche-là. Maintenant, je vais parler d'un Canadien. D'ailleurs, tu avais déjà parlé de ce monsieur Louis Slotin, qui est né à Winnipeg, au Canada. Et lui, il était un génie. Parce qu'il s'est retrouvé immédiatement à l'âge de 24 ans à travailler sur le nucléaire à Los Alamos. Et puis, il n'était pas nécessairement content de travailler là, M. Slotin. C'était éloigné de tout. Et puis, on pourrait peut-être qualifier un peu d'une tête brûlée. Aujourd'hui, on dirait un sportif de l'extrême. D'ailleurs, la technique qu'il avait développée et qui était le seul à utiliser à l'époque pour éloigner et approcher un réflecteur. Là, on avait compris avec M. Deglian que les briques, ce n'était pas nécessairement la meilleure façon. On a fabriqué un dôme extérieur qui est le réflecteur. Puis ça, c'est un dôme qui est fait en beryllium avec du chrome, en tout cas, toute la science de l'époque. Et puis, pour éloigner et rapprocher les deux réflecteurs, il introduisait un tournevis. Il existe des reconstitutions de ça qui sont visibles sur YouTube. Si vous êtes intéressé, jetez un petit coup d'œil. C'est stressant à regarder. Alors, Enrico Fermi, qui était directeur du projet à l'époque, avait mentionné à Slotin que s'il continuait à titiller ou chatouiller la queue du dragon, sa technique portait ce nom-là. Déjà, on voyait que pour quelle raison, je m'interroge. Il était insatisfait d'être là, puis il était pressé de partir. OK? Donc... oui, il faut savoir que Slotin a travaillé aux États-Unis, bien qu'il étant canadien, parce que dans les universités canadiennes, à l'époque, on avait des quotas sur le nombre de Juifs qu'on pouvait engager. Ah, voilà. Et lui, il était Juif. Et donc, sauf dans les universités... Mais par nécessité, il s'est retrouvé à Los Alamos. C'est ça. Alors besoin de lui. Sauf dans les universités francophones, mais il n'y avait pas de programme nucléaire vraiment avancé là. Lors de l'accident, là, il y avait 8 personnes qui étaient présentes. Okay? Il était en train de passer les rênes, ni plus ni moins, dû à son départ prochain, celui qui allait le remplacer, et faisait une démonstration de ça lorsque l'inévitable, on le sait, le tournevis va glisser. Donc, le fameux réflecteur va se refermer, il va avoir le fameux effet de Cherenkov. Là, par contre, lui, il va recevoir la dose complète, mais son successeur, M. Graves, Alvin C. Graves, était à l'arrière puis il observait ça, fait qu'il a été protégé, ni plus ni moins. Le corps de Louis Slotin a servi de protecteur. Mais tous les personnes qui étaient présentes ont été irradiées. Ça va faire... En fait, le Demon Corps, là, après tout ça, va avoir fait 21 victimes. Il est passé du nom de Rufus
au nom de noyaux diaboliques, de cœurs diaboliques, après justement la mésaventure de Louis Slotin, qui est décédé 9 jours plus tard. Maintenant, c'est ça qui m'amène au personnage lui-même. Il semble que c'était un peu comme ces sportifs extrêmes qui vont risquer leur vie en escaladant des montagnes sans aucun secours, ou ils vont escalader ces explorateurs urbains, les immenses cheminées, puis ils vont prendre des autoportraits, égo-portraits. Bon, mais Louis Slotin, c'était exactement ce type-là. Et puis, il en a payé le prix de sa vie parce que 9 jours plus tard, il est mort. 9 jours plus tard, c'est très rapide. Et puis, en bon scientifique, bien, on a pu étudier, comme avec son prédécesseur, les effets immédiats d'une énorme exposition là, à ça. Il y en a un autre qui était présent, qui va mourir en 1965. Graves, lui, effectivement, c'est lui qu'on parle. Et même, il y avait du personnel dans des bâtiments voisins qui ont été irradiés, mais qu'eux autres ont survécu. Le noyau devait être utilisé plus tard pour les tests atomiques. Entre autres, le fameux Crossroads, où on a fait détonner une bombe sous le niveau de l'océan, dans un atoll dans le Pacifique du Sud. Des autres tests à Baker et Ball, mais évidemment, après ça, on a fondu, puis on a refait d'autres cœurs avec. Mais M. Daghlian, M. Slotin ont été des martyrs, définitivement. Puis Louis Slotin, il a probablement trop chatouillé la queue du démon, mais suite à ça, on a mécanisé ce type de test-là. Oui, c'est d'ailleurs incroyable aujourd'hui quand on y pense qu'on le faisait ça à main nue ou pratiquement. Oui, à proximité. Et à proximité. Alors, et c'est ça aussi, c'est ce genre d'incident qui a donné naissance au cliché des films de science-fiction des années 50 où des savants se font irradier de différentes façons. Ils vont connaître des mutations Ils vont connaître horribles. des mutations horribles, etc. Alors, c'est le temps qu'on a pour cette semaine. Alors voilà, c'était 2 sujets à consonance technologique. Alors on espère que on a, à la maison, on a apprécié. Et d'ici la semaine prochaine, eh bien, je vous dis, restez à l'antenne de TVCBF. Ici André Pelchat. Bonsoir. Amène ton monde ici, amène ton monde chez nous, on vit le rêve.